Bruno Gröning. Je ne veux qu'aider et guérir. La vie de Bruno Gröning pour enfants, jeunes et adultes. Chapitre 3. Célèbre malgré lui. Dieter Hülsmann était âgé de 9 ans. Il souffrait d'atrophie musculaire et, incapable de se mouvoir, il était alité depuis plusieurs semaines. Aucun des médecins et professeurs chez qui ses parents l'avaient emmené ne pouvait l'aider. Le 15 mars, Bruno Gröning se rendit dans la famille Hülsmann et parla avec le garçon. Après quoi, l'enfant put à nouveau se lever, marcher et même monter l'escalier. Les parents étaient au comble du bonheur et le père témoigna partout de la guérison de son fils. C'est ainsi que Bruno Gröning fut connu à Herford. Chaque jour, des personnes en quête de guérison venaient. De plus en plus de gens entendirent parler de cet événement surprenant. D'autres guérisons se produisirent. En peu de temps, le nom de Gröning fut sur toutes les lèvres. Les journaux relatèrent ces événements et l'appelèrent le docteur miracle. Bientôt, dans toute l'Allemagne, on parla de cet homme étrange qui pouvait simplement faire disparaître les maladies. Des milliers de personnes cherchant de l'aide affluèrent à Herford. Elles assiégèrent en masse la maison des Hülsmann sur la Wilhelmsplatz. Toute la misère humaine. Dans une brochure de l'époque, M. A. Kahl, docteur en philosophie, décrivit de façon très impressionnante ce qui se passait devant la maison Hülsmann. Malades et infirmes arrivent par milliers dans la petite ville de Westphalie, qui abrite en ses murs le docteur miraculeux. En autocar, en camion, en voiture, en train et à pied, en charrette tirée par des chevaux et à vélo, sur des brancards, en fauteuil roulant, en ambulance, jour et nuit, des foules déferlent sur la Wilhelmplatz à Herford, dominées par l'église protestante, vers la maison numéro 7, où Bruno Gröning demeure, chez les parents d'un enfant qu'il a guéri. La misère humaine qui se manifeste ici est saisissante et sans limite. Dans les jardins et parcs avoisinants, nuit et jour, les malades, assis dans leurs fauteuils roulants ou allongés sur leurs civières, attendent la guérison. La nuit du 17 juin 1949, la police a voulu abriter environ 50 mères et leurs très jeunes enfants dans des baraquements. Elles n'ont rien voulu entendre et n'ont pas quitté les lieux. Et même la pluie n'a pas fait partir les gens. Ils sont venus de toutes les régions d'Allemagne, désespérés et affligés, jeunes et vieux, femmes, jeunes filles, enfants, de toutes conditions sociales, américains, anglais, belges, suisses, suédois, hongrois, polonais, et même des gitans qui, après la guérison de l'un de leurs enfants, muets, se retrouvent ici en masse. Des paralysés, des aveugles, des sourds, une communauté de miséreux et de nécessiteux. De pauvres gens, qu'ils soient assis dans des voitures luxueuses ou qu'ils se traînent péniblement sur leurs béquilles. Ceux qui avaient perdu espoir et ceux qui espèrent encore, des personnes fatiguées et des désespérés, 100 fois, 1000 fois se répètent le même souhait, trouver la guérison. Ils ne se préoccupent pas de savoir si ce qui se passe ici bénéficie de l'autorisation d'un service, d'une autorité publique ou d'un ministère, si le monde scientifique l'approuve ou le désapprouve, si celui qui doit les guérir ici est un messie ou un érudit. Ils veulent être guéris de leur souffrance humaine. Ils veulent redevenir actifs. Ils veulent recouvrer la santé. Bruno Gröning sur le balcon. À cette époque,
Bruno Gröning n'était pas en permanence à Herford. Il était souvent en route vers d'autres villes ou villages, chez des personnes qui l'avaient appelé à l'aide. Ceux qui se trouvaient à Herford l'attendaient parfois plusieurs jours. Ils étaient de plus en plus nombreux, des centaines, des milliers. Quand il revenait, il l'assaillait. Un journaliste décrivit ainsi cette situation. 19h40, Gröning arrive. Les gens se précipitent vers lui, essaient de lui serrer la main, ou tout au moins de toucher ses vêtements. Il a de la peine à entrer dans la maison. 23h, Gröning accède au balcon. La foule, passée entre-temps à 600 ou 700 personnes, fixe son visage avec fascination. Gröning termine de fumer tranquillement sa cigarette. Puis il parle, en articulant beaucoup, mais sans emphase. Chères personnes qui cherchez de l'aide, vos prières et supplications à Dieu n'ont pas été vaines. Le magistrat de la ville m'a accordé exceptionnellement pour aujourd'hui l'autorisation de guérir. J'attire votre attention sur le fait que n'obtiendront la guérison que ceux qui portent en eux la foi en notre Seigneur, ou qui sont prêts à y croire. Au nom de Dieu, je vous déclare tous guéris. Vous remarquerez que certains ressentent encore de légères douleurs. Elles sont dues aux Regelungen, qui vont disparaître très vite, si vous continuez à croire très fort à la guérison. Je sais aussi qu'à cet instant, de nombreuses personnes, dans d'autres régions, ont guéri. Celui qui est ici pour un parent malade ou un proche peut rentrer rassuré chez lui. La guérison se produit aussi sans ma présence. Mon souhait est de pouvoir aider tous les hommes à guérir. Je ne demande pas la religion, je ne demande pas la nationalité. Après quelques secondes de pause, il continue. Je vous demande maintenant, qui sent encore des douleurs ? Environ 20 personnes lèvent le bras. Gröning jette un regard circulaire sur la foule, puis il dit « Maintenant, je vous demande encore une fois, qui a encore des douleurs ?» Un jeune homme lève la main. Gröning, ce n'est pas la douleur proprement dite. Non, ne vous faites pas de soucis, je m'occupe de vous. L'endroit douloureux est déjà en voie de guérison. Entre-temps, un murmure parcourt la foule, et les gens s'agitent. « C'est vrai, je suis guéri. Merci, mon Dieu. Ma jambe se décontracte lentement. Je vois à nouveau. » Et j'entends monter d'autres exclamations du même genre. Mais peu nombreux sont ceux qui parlent. Cela m'étonne. Gröning poursuit. « Je vous prie maintenant de ne pas ergoter, car celui qui doute de sa guérison doute de Dieu. Je vous demande d'adresser vos remerciements pour cette guérison, non pas à moi, mais uniquement à notre Seigneur Dieu. Je n'exige de rétribution de personne, mais j'attends de vous que vous priez le Seigneur toute votre vie durant. La vie sans Dieu n'est pas une vie. Un homme n'est digne d'être considéré comme tel que quand il croit en Dieu. Le miracle de Herford. À Herford, Bruno Gröning n'a pas fait que parler aux gens depuis le balcon. Il s'est aussi occupé de certains en particulier et s'est chargé des plus pauvres parmi les pauvres. Dans une brochure de cette époque, nous trouvons le passage suivant. Parmi ceux qui cherchent de l'aide et se trouvent dans la nuit du 17 au 18 juin 1949 dans la maison du numéro 7 de la Wilhelmsplatz figurent aussi des Anglais et des Anglaises qui ont eu écho de la réputation de Bruno Gröning. Un médecin allemand est arrivé avec 3 de ses patients. Un jeune homme atteint de tuberculose pulmonaire et osseuse, accompagné de raideur de la jambe gauche, un garçon paralysé des 2 jambes et une jeune fille souffrant de maux de tête nerveux chroniques. Bruno Gröning n'établit aucun diagnostic. Il dit aussitôt au jeune homme tuberculeux
de fixer particulièrement son attention sur les os de sa jambe gauche. Que sentez-vous maintenant? Un courant chaud parcourt mon corps. Et à présent, des picotements dans ma jambe gauche. Levez maintenant votre jambe aussi haut que moi. Bruno Gröning lui montre et lève sa propre jambe pliée jusqu'à hauteur du ventre. Le jeune homme hésite. Vous pouvez faire exactement comme moi. Visiblement sans effort, il amène la jambe auparavant encore raide à la hauteur demandée. Incrédule, il regarde tantôt sa jambe, tantôt son médecin. Est-ce donc possible? Je peux bouger ma jambe. Vous allez guérir, mais cela ira lentement chez vous. Écrivez-moi. Et s'adressant au médecin, tenez-moi au courant. Le garçon paralysé des deux jambes est assis avec ses deux béquilles à côté de sa mère. Lève-toi, mon garçon. La mère intervient. Il ne peut pas se lever, il est paralysé. Bruno Gröning tourne la tête. Vous ne devez pas dire cela. Il la rabroue presque. Vous retenez la maladie de votre enfant. Mon garçon, lève-toi. Tu le peux. Le visage fin de l'enfant rougit. La bouche tremble, des larmes coulent. Émues, les nombreuses personnes dans la pièce voient le garçon se lever du fauteuil et se tenir debout, seul, sans ses béquilles. Et maintenant, viens vers moi. À pas mal assuré, il avance vers Bruno Gröning, qui lui tend la main, et le regarde longuement dans les yeux. Il caresse tendrement la tête de l'enfant et le renvoie vers sa mère. Continue à t'exercer lentement, n'exige pas trop, tes jambes sont encore très faibles. Pour le retour, prends encore tes béquilles, mais tu pourras bientôt les jeter. Des yeux d'enfant radieux et une mère heureuse en sont le remerciement. La jeune fille aux maux de tête chroniques est déjà guérie, avant que Bruno Gröning ne lui adresse la parole. Non, elle n'a plus de douleur. Voulez-vous avoir les douleurs à nouveau? Non, non, de grâce, non, répond-elle. Et le médecin? Il a suivi les événements sans mot dire. Il tend la main à Bruno Gröning. Monsieur Gröning, je me tiens entièrement à votre disposition. Je suis de votre côté. Les guérisons se succèdent. Voici comment un reporter décrivit la situation à Herford en juin 1949. C'était une image indescriptible de misère. D'innombrables paralysés en chaises roulantes, d'autres portés par leurs proches, des aveugles, des sourds-muets, des mères avec des enfants handicapés, physiques et mentaux, des petites dames âgées et des jeunes hommes se pressaient en gémissant. Près de 100 voitures, camions et autocars stationnaient sur la place et tous venaient de loin. « Croyez-vous que vous allez guérir ?» demandai-je au malade. Ils firent signe que oui. « C'est hier que vous auriez dû être ici, » me répondit quelqu'un. Monsieur Gröning était à Vierzon, en Rhénanie. Et ici, dans la cour, 5 paralysés se sont levés et sont rentrés guéris à la maison. Guérison à distance par leur seule présence ici. Les autres malades le confirmèrent. Je continuais à marcher dans la foule et sténographier leurs merveilleuses histoires. Elles seules suffisaient à remplir un livre. Quand j'ai allumé une cigarette, un jeune homme à côté de moi m'a dit « Vendez-moi une, s'il vous plaît ». Il portait un uniforme et avait l'air d'un soldat revenu de Russie. Je lui ai donné la cigarette. Il l'a allumée et m'a dit, exubérant, « Vous voyez, je peux à nouveau tout faire tout seul ». En disant cela, il a remué son bras droit et ses doigts, ainsi que sa jambe droite. « Avez-vous été guéri par Bruno Gröning ?» ai-je demandé. « Oui, j'ai été paralysé du côté droit, en Russie. Monsieur Gröning m'a regardé, et maintenant, je suis à nouveau en pleine santé. Je ne peux toujours pas le croire. Il remuait ses membres, tout heureux. » Je me dirigeai vers un groupe rassemblé autour d'une dame aux cheveux blancs, âgée d'environ 40 ans. « Bien sûr, l'ai-je entendu dire, j'ai aussi été guéri par Monsieur Gröning. J'avais d'énormes ulcères à l'estomac. Je devenais de plus en plus maigre, et les douleurs m'empêchaient de dormir.
Nous étions 12 personnes chez Bruno Gröning. Il m'a regardé, et puis j'ai eu l'impression que les ulcères tombaient comme des pierres sur le sol. Depuis lors, je n'ai plus de douleur, je reprends du poids, et les radiographies que j'ai fait faire ont montré la disparition incontestable des ulcères. Je me suis mise à la disposition de la commission médicale, et je peux vous dire qu'ils étaient bien étonnés. La dame continua. Mais ceci n'est encore rien. La semaine dernière, un homme aveugle se tenait ici dans la cour. Il a attendu plusieurs jours et plusieurs nuits. Comme je viens souvent, je l'ai remarqué. Il m'a fait de la peine et je l'ai invité à manger. Non, a-t-il rétorqué, je ne dois pas manquer le moment où M. Gröning sortira. Alors, je lui ai apporté des petits pains et lui ai dit que je veillerai à ce qu'il soit ramené à la gare. Je n'ai besoin de personne, car je pourrais y aller seul. Et alors, je l'ai vu de mes propres yeux. M. Gröning est arrivé, et le jeune homme s'est écrié « Je peux à nouveau voir !» En effet, le voile était tombé de ses yeux. Il m'a décrit quel sac je portais au bras, et dit « Une voiture passe là-bas, et voici la plaque d'immatriculation. » Il a trouvé seul le chemin de la gare. Toutes les personnes alentour pleuraient de joie. Interdiction de guérir. De plus en plus de guérisons se produisaient, et de plus en plus de personnes venaient. Il n'a pas fallu longtemps pour que les autorités soient attirées par les événements étranges qui se produisaient sur la Wilhelmsplatz. Quelques médecins influents s'employèrent à ce que la ville fît cesser cette agitation autour du docteur Miracle. Ils étaient les ennemis jurés de Bruno Gröning et mirent tout en œuvre pour faire interdire son action. Sur leur insistance, la ville de Herford lui signifia une interdiction de guérir le 3 mai 1949. Il existe en Allemagne une loi régissant la pratique des Heilpraktikers, dans laquelle il est stipulé qui a le droit de guérir et qui ne l'a pas. On reprocha à Bruno Gröning d'avoir enfreint cette loi, car il n'était en fait pas autorisé à guérir. Une commission fut formée. On exigea de Bruno Gröning qu'il se soumît à une vérification scientifique de sa capacité de guérir. Mais l'intention n'était pas loyale. Quand un certain professeur Fischer chercha, quelque temps après, un hôpital où l'on put faire passer un test clinique à Bruno Gröning, il se rendit aussi dans une clinique de Bielefeld. Son directeur était membre de la commission d'investigation de Herford, et lors de la visite du professeur Fischer, tous les membres de la commission étaient présents. Le professeur Fischer se fit présenter les patients, sur lesquels Bruno Gröning devait prouver son savoir-faire, et il constata qu'il s'agissait presque exclusivement de personnes en fin de vie, chez lesquelles toute volonté de vivre avait quasiment disparu. C'était un piège. Bruno Gröning devait être piégé. L'un des médecins présents ne fit pas mystère de son objectif, qui était d'abattre Bruno Gröning. Un autre dit « Gröning peut prouver ce qu'il veut, on ne lui donnera quand même pas l'autorisation de guérir. » Un autre encore déclara « Fréquenter Gröning est un manquement à l'honneur de la profession de médecin. » Ainsi, Bruno Gröning dut s'imposer dès le début face à de puissantes forces adverses. Il lutta de toutes ses forces contre l'interdiction de guérir. Il déploya tous les moyens pour pouvoir continuer à aider les malades qui affluaient vers lui. Mais cela ne servit à rien. L'interdiction de guérir fut maintenue. Fin juin, il dut quitter Herford définitivement. Tous les efforts avaient échoué. Chapitre 4. Une expérience scientifique. Environ à la même époque, 3 collaborateurs du périodique Revue se rendirent à Herford, 2 reporters et ce professeur Fischer. Ils parlèrent avec des personnes guéries et vérifièrent leurs témoignages. Ils constatèrent avec étonnement que des guérisons inhabituelles s'étaient effectivement produites.
La revue décida de financer une expertise scientifique du phénomène Groening et de garder l'exclusivité de la publication des résultats. La méthode de guérison du docteur Miracle devait être étudiée dans la clinique universitaire du professeur von Weizsäcker à Heidelberg. Bruno Groening accepta la proposition. On lui promit un rapport d'expertise positif dans le cas d'un déroulement favorable. Ceci devait lui aplanir le chemin pour agir librement. Les examens commencèrent le 27 juillet 1949. Les personnes sur lesquelles il devait démontrer son savoir-faire furent sélectionnées parmi les patients de la clinique universitaire et les auteurs des 80 000 lettres de demande que l'on avait fait venir de Herford à Heidelberg. Toutes les personnes choisies furent soigneusement examinées, puis présentées à M. Groening, pour qu'il montre ce qu'il savait faire. Les médecins furent toujours présents et observèrent attentivement ce qui se passait. Ils voulaient savoir ce qu'il faisait et comment. Ils furent profondément impressionnés par les résultats. Des guérisons sous les yeux des médecins. Les médecins furent témoins de la disparition pure et simple de maladies qu'eux-mêmes ne pouvaient pas guérir. Ils furent particulièrement impressionnés par les guérisons de patients de leur propre clinique qu'ils connaissaient, pour certains, depuis des années. Il y avait par exemple Else Joost. Âgée de 36 ans, elle souffrait depuis 13 ans d'une grave maladie de l'intestin, se manifestant par une constipation chronique et beaucoup de douleurs. Elle ne pouvait parfois pas aller à la selle pendant 8 jours. Elle était depuis longtemps en traitement dans la clinique de Heidelberg, sans résultat. Après que Bruno Groening se fut occupé d'elle, elle guérit. Un examen de contrôle effectué à la clinique le confirma. Les médecins se trouvaient devant une énigme. M. Strobel représentait un autre cas. Il souffrait de la maladie de Bechterew. Sa colonne vertébrale était totalement raide. Il ne pouvait plus bouger la tête et de fortes douleurs l'accablaient lors de la marche et dans les montées. Ici aussi, Bruno Groening lui parla et les affections disparurent. Il se sentait bien et les troubles moteurs étaient totalement éliminés. Lui aussi fut réexaminé à la clinique et la guérison confirmée. Comment Bruno Groening agissait sur les malades et ce qu'il leur disait fut enregistré sur bande magnétique. Différents passages furent imprimés dans le périodique Revue. Voici un petit extrait de l'entretien de Bruno Groening avec M. Strobel. Groening, faites quelques pas. Strobel, j'avais des douleurs dans la région de l'aine, principalement en montant les escaliers. Presque impossible d'arriver là-haut, cela me faisait très mal, à gauche plus qu'à droite. Groening, essayez de monter l'escalier. Strobel se dirige vers l'escalier et saute prestement les marches, en montant puis en descendant. Il est extrêmement heureux. Groening, faites des mouvements avec la tête, vers la droite et la gauche. Strobel, cela craque, comme s'il y avait du sable à l'intérieur. Groening, comment est-ce maintenant? Strobel, c'est plus facile. Groening, le craquement a disparu? Strobel, non, cela craque encore. Groening, mettez la main là. Retirez-la maintenant. Strobel bouge toujours la tête. Groening, cela diminue? Strobel continue de remuer la tête. Strobel, oui, cela va bien. Groening s'occupe d'autres patients. Strobel, je me sens léger, je n'ai plus de douleur, même plus dans les os du postérieur. Toutes les douleurs ont disparu. Groening prie une nouvelle fois Strobel de monter l'escalier. Strobel saute à nouveau facilement les marches, en montant et en descendant.